Bonjour Claire, Bonjour Dominique. nous sommes toujours à Mency au Salon du Livre, en compagnie de Claire Bigard. Alors Claire, tu es une professionnelle aguerrie de la bande dessinée, tu as plein d'albums devant toi, même si certains ne sont pas de toi. Les deux premiers. Voilà, dans Laurent le casque d'Agri ou d'Agris, je sais pas comment il faut dire. Agris. Agris. Et donc, et tu as dessiné les deux derniers. En fait, j'ai été demandée par Thierry Lemaire pour finir la série de Casque d'Agris parce que Laurent était parti dans une autre maison d'édition et qu'il y avait encore 2 tomes à dessiner et qu'il était plus disponible. D'accord, donc la BD historique, c'est un choix personnel, c'est quelque chose que tu apprécies ou c'était vraiment... J'avais commencé par Méprise, qui est mon bébé, puisque j'ai fait le scénario, dessin et couleur toute seule dans mon coin, comme on dit, Oui, qui a été pris ensuite par Claire Delune, qui l'a tout de suite édité. oui, Et c'est déjà une BD historique, parce que c'est un secret de guerre de la Deuxième Guerre mondiale qui remonte en 2001 chez des jeunes. Voilà. avec un fond de moto quand même. Un petit peu de moto, mais parce que il fallait effectivement un accident au départ. J'ai mis ma moto, voilà. D'accord, t'as pas mis ton propre accident. C'est un peu du vécu quand même. Oui, parce que Claire fait de la moto, donc elle connaît J'ai eu bien. un accident Et avec qu'elle a cette eu un moto-là. accident. Avec celle-là en plus. En plus, donc il y a des réminiscences un petit peu. D'accord. Donc tu as... Alors, je ne sais pas si on doit en parler, mais sur le tome 4, il y a juste marqué Claire Bigard. Alors, c'est toi qui as fait le scénario? Non. Ça, c'est un problème de maison d'édition. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en fait entre le scénariste et l'éditeur en plein combat d'Alésia ou de Gergovie, c'est comme tu veux. Hein. Oui. Alésia, connais pas. Non, mais à l'origine, si tu veux, c'était suite à une bataille de Gergovie en fait. Et j'ai été pris en otage en fait sur le tome 4. Et du coup, Silvio, pour ne pas le nommer, donc, a fait barrage sur ce livre-là en représailles. Et il a fait un erratum sur lequel il avait décrété que comme il ne reconnaissait pas son œuvre, il ne voulait pas que son nom apparaisse dans l'édition. D'accord, donc du coup, il n'y a plus que le tien. C'est une volonté du scénariste. C'est assez un peu bizarre, mais bon. Moi, C'est je son trouvais choix. que c'était un peu bizarre aussi et que c'était se tirer une balle dans le pied, comme on dit vulgairement. Oui, effectivement. Voilà, donc ça c'est l'anecdote du tome 4, qui est sorti quand même avec bien des péripéties. Bon, bah c'est bien, il est sorti déjà. Et donc du coup, le casque d'Agris, la série est terminée. 4 tomes et fini. Voilà. Et si j'ai bien compris, tu as un peu participé quand même au scénario de la Alors, fin du 4. Je veux pas, je veux pas trop critiquer mon scénariste, mais au départ, quand on fait une BD avec un scénario, moi j'en ai fait un, donc je sais de quoi je parle, en général, on s'arrange pour fournir un chemin de fer complet, si je prends un terme professionnel, Oui. pour que l'éditeur au moins sache où l'histoire va et comment elle finit. Sauf que le problème de Silvio, que j'avais déjà rencontré dans le tome 3, parce que c'est moi qui ai fait un peu aussi la fin, a été flagrante. Le problème a été flagrant, dans le tome 4, où à 10 pages de la fin, je ne savais toujours pas qui mourait, qui se mariait, où allaient certains héros. Et à un moment donné, j'ai dit, il va falloir quand même qu'on ait une fin. Oui, il faut trancher. Il faut trancher. J'étais en attente d'ancrer, j'avais un délai à respecter. Donc du coup, c'est moi qui ai suggéré la fin parce que Silvio ne savait toujours pas, tergiversait, n'osait pas s'engager sur une fin. Voilà. Donc le dilemme est un peu venu aussi de cette expérience. Il a fallu quand même que je mette les pieds à l'étrier pour pouvoir finir le livre. Très bien, mais écoute, c'est noté. Moi, je suis pas là pour prendre parti, mais voilà, c'est noté. Mais c'est bien que les lecteurs soient au courant. Alors, je vois aussi que tu as Mission Kimono, Numéro 19. numéro 19. Alors déjà, C'est les autres de la série. donc Je n'ai pas participé dessus. c'est une grosse série, numéro 19. Alors il y en a même 24, même 25, non je crois que c'est 24 qui sort maintenant. Ouais.
Malheureusement, notre éditeur scénariste ne verra pas la sortie puisqu'il est décédé accidentellement d'un accident de voiture le 11 mai. Oui. Donc Jean-Yves Broye. Voilà, Jean-Yves Broye pour le nommer. Donc là, on essaye avec Francis Nicole, qui est le dessinateur officiel, de faire perdurer quand même la série jusqu'au bout puisque la sortie se fait sur le 24. C'est pour ça que je présente les autres aujourd'hui. Et moi, j'ai participé sur une des histoires du tome 5, du tome 19, je veux dire, parce qu'il y a 5 histoires d'aventures de pilote, on va dire, et ils cherchaient 3 dessinateurs pour faire ce one-shot. Alors, entre la BD historique et des avions de guerre, le grand écart quand même. Alors, il faut savoir que j'ai l'habitude de dessiner, on va dire, des véhicules, Oui. puisque j'ai fait quand même 20 ans de pub, cinéma-télé dans le storyboard avant de venir dans la BD. J'ai dessiné de tout. Oui. Et beaucoup de mécanique, puisque j'ai travaillé 5 ans sur les Grands Prix de Formule 1 pour faire les génériques télé de TF1 avec Renault Alpha à l'époque. J'ai travaillé sur le Dakar, j'ai fait le mondial du 2 roues en exposant pour des toiles hyper réalistes. Donc déjà la moto, ça ne me pose pas trop de problèmes, les voitures non plus. Mais les avions, c'est pas la même chose. Alors les avions, sur l'esthétique même de l'avion, ça allait, puisque dans les prises, j'ai dessiné un Winter 52, Ouais. l'anecdote de guerre. Par contre, là où c'est plus pointu, c'est pour les avions actuels, où il faut respecter au boulon près. Ouais. Voilà, le descriptif de l'avion. Voilà. Donc moi, j'ai fait la moto, je connais une moto, je sais comment elle est faite, et comment elle se pilote. Bon, les Formule 1, je ne suis pas montée dessus, mais j'ai connu déjà des voitures un peu puissantes, on va dire. Donc je connais un peu la vitesse en voiture et la façon de réagir aussi. Par contre, les avions, non, j'ai pas piloté d'avion. Donc ah bon là, quand je suis arrivée sur cette série, effectivement, Jean-Yves Broye m'a quand même retoqué sur pas mal de points. D'accord. Après, c'est ce que je lui ai dit, ça reste une BD et il ne faut pas non plus être hyper pointilleux sur les détails, parce qu'on n'en sort plus. Oui. Bon, pour une anecdote marrante, par exemple, à un moment donné, j'ai dessiné un avion dans le ciel, parce que moi j'étais sur les Falcon marines. À un moment donné, il me dit, t'as mis l'antenne sur l'avion. Je lui ai dit, à 3000 mètres, tu crois qu'on la voit l'antenne? Ah oui, mais il faut que tu la mettes. Ok, je l'ai mis. Je lui ai dit, mais à l'échelle de l'avion, sache que c'est un mât. Quand il va atterrir, il aura un mât. Il n'aura pas une antenne. Voilà, on en est là. Oui, mais ça, on va dire que c'est le pinaillage des spécialistes. Donc j'imagine que Jean-Yves Broye devait être un fanatique d'aviation. Alors, pire que ça, c'est qu'il était en contact direct avec des pilotes de l'armée de l'air. Oui. Et surtout sur le Rafale et les Mirages, les Falcon aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Et évidemment, comme il dédicaçait beaucoup sur les bases aériennes avec des professionnels devant lui, et ben voilà, donc il était toujours, les gens étaient toujours un peu à l'affût, pas du petit détail qui manquait, mais du changement, parce que des fois ça avait évolué. J'avais le même problème en moto, de toute façon. Oui, oui. Dès que je dessinais des modèles de moto, j'ai des gens qui regardaient au boulon près si je ne m'étais pas trompée. Une fois, je me souviens, j'avais dessiné un modèle de moto. Et sur le mondial du 2 roues, il y a un mec qui arrive sur le stand et il me dit, ah, ça c'est le modèle de telle année parce qu'il y a 3 boulons à l'étrier et l'année suivante ils en ont mis 4. Je dis bravo. Voilà, on en est là. Oui, mais je connais un peu le genre de pinailleur sur certains trucs. Après, ça fait partie, c'est partie du jeu, Ça quoi. fait partie du jeu que moi je respecte totalement. La seule chose, si tu veux, c'est que comme je débutais dans l'aviation, j'ai fait 8 pages avec la couleur en plus, crayonnage, ancrage et couleur, en 8 mois. Ah oui, c'est long pour 8 pages. Pour les allers-retours, justement, les changements, les allers-retours, le pinaillage. Alors, justement, pour parler tu parles de couleurs, donc tu m'as dit que tu faisais tes couleurs En aquarelle. en aquarelle. Voilà, j'allais te demander quelle technique tu utilisais, parce que l'aquarelle, Toujours aquarelle. c'est pas une technique, on va dire, c'est de moins en moins courant. Alors, moi, je vais passer pour une obscurantiste. Moi, j'ai une main. J'adore ma main, j'adore le papier, j'adore le toucher et j'adore le pinceau. Donc pour moi, l'ordinateur ne me parle pas. Non, mais tout ça, ça se défend très bien. C'est vrai qu'on va dire que les couleurs par ordinateur ont tendance à donner un peu des BD un peu uniformisés au niveau du style notamment de couleurs ou d'effets de couleurs qu'on retrouve. Il y a une sorte de tic. Ce problème-là sur le tome 4 et le tome 3. Donc je peux te le montrer parce que comme ça, vous verrez. Voilà, là ça a été fait en aquarelle.
Et là, mes dessins ont été faits à l'ordinateur par la coloriste qui à l'époque travaillait pour le tome 2. Et on voit très bien la différence. Voilà. Et moi, j'ai été obligée de la retoquer 40 heures de travail pour la griffer, en plus du mien, pour qu'elle respecte mes ombres, mon visage. Parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un se met à colorier sur un visage, par exemple, s'il ne met pas les ombres au bon endroit, le nez paraît busqué, le visage est transformé. Et à l'ordinateur, elle a eu beaucoup de mal. Parce qu'évidemment, l'ordinateur, il faut travailler pour arriver à un résultat comme ça. Oui, oui, bien Donc, sûr. Elle a été très contente que je lui donne 40 heures de cours, mais en même temps, comment dire, il y a toujours ce côté un petit peu industriel qui ressort. C'est clair. C'est clair. C'est pas me dire. Alors sinon, donc a priori c'est ta nouveauté, Oui, Marie-Madeleine. oui, qui est sorti l'année dernière, donc en mars l'année dernière. Ok. Et donc Marie-Madeleine, donc là on est dans une histoire biblique. Alors, oui et non. On a fait, alors ce nouvel éditeur qui a repris les autres, donc qui a repris le casque de la grille, avait décidé de faire une série sur les femmes. C'est pour ça que sa série s'appelle Femme d'histoire. Femme d'histoire, voilà. Et son premier souhait a été de remettre en exergue Marie-Madeleine, qui a été un peu oubliée dans les évangiles. Ouais. Donc ils ont travaillé avec des historiens, des reconstituteurs, des archéologues et des documents un peu nouveaux, puisqu'entre eux c'est les fameux évangiles apocryphes qui ont été découverts il n'y a pas si longtemps. Et Serge Moger donc, a fait le scénario, a travaillé avec pas mal de gens autour de lui, a tâté le terrain aussi pour savoir si c'était envisageable de franchir un pas par rapport à l'église, parce que évidemment on remet en exergue une femme qui a été un peu gommée et un peu maltraitée, parce qu'au départ on disait que c'était une prostituée. Oui. En fait ce n'est pas une prostituée, à l'origine c'est une femme apôtre qui était dans l'entourage de Jésus, et pour faire plus clair d'après ce que j'ai compris, c'était la sœur de Lazare. Elle avait également une autre sœur qui s'appelait Marthe. Et donc, ça n'a rien à voir avec la prostituée. Il y a eu un amalgame sur plusieurs femmes, en fait. D'accord. Parce qu'autour de Jésus, il y a effectivement eu une prostituée, Marie-Madeleine. Il y a eu une servante qui s'appelait Marie Magdalena aussi. Ouais. Et Marie-Madeleine. D'accord. Donc, il y en avait 3. Donc, a priori, l'Église n'en a retenu qu'une. Et c'était pas l'avantage de la femme. Oui, on ne Voilà. sera pas étonné. Bon, alors, disons qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui ressortent maintenant sur Marie-Madeleine, parce que si j'ai bien compris ce que m'a dit l'archevêque d'Angoulême quand je l'ai rencontré à l'occasion du Festival BD d'Angoulême, il y a eu une sorte de mea culpa de l'Église qui a été faite en 2016 par Benoît XVI et qui a décrété que Marie-Madeleine avait sa place en tant qu'apôtre. Donc à partir de là, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui ont repris le thème de Marie-Madeleine pour lui redonner une image. On voit pas mal actuellement de documentaires et d'articles sur elle. Et je pense que c'est dû au fait que l'Église commence à lâcher un peu prise et à reconnaître que c'était quand même une femme qui était proche de Jésus, puisqu'elle l'accompagnait au-delà de la croix, et qu'elle est arrivée en Provence après pour faire au massif de la Sainte-Baume que j'ai visité dernièrement, pour faire l'installation de la chrétienté sur le sol provençal et français. Donc elle a fait beaucoup de choses. Donc maintenant, il s'agit de lui redonner un peu ses lettres de noblesse. Non, mais très bien. Voilà. Effectivement, c'est une approche intéressante du personnage. Il y a à la fois l'approche religieuse, bien sûr, puisqu'on est obligé d'évoquer Jésus et la religion. Par contre, il y a une approche aussi au niveau de la femme. Oui, mais c'est très bien. C'est Donc, très bien. Ceux qui s'intéressent à la femme, accessoirement à la religion, peuvent également lire le livre, parce qu'on est aussi sur ce sujet-là. Bien, bien, bien. Écoute, je vois aussi que tu as dessiné, alors là, rien à voir, des chats. Des chats, des chiens. Des chiens et un poilu. Oui. Alors le poilu, c'est pas un chien. Oui. Non, le chien poilu, il est là. Il dort. C'est Tolkien. Voilà. Alors, oui, des chiens, des chats et un poilu. Ces petites cartes ont une anecdote, à part celle-là c'est encore autre chose, j'en parlerai après. Mais c'est celle-là, en fait, c'est que régulièrement je suis invitée au festival BD d'Igny. Et à Igny, l'organisateur qui s'appelle Pascal Ciseaux demande régulièrement aux auteurs de faire des originaux à vendre sur le festival.
Donc moi, ayant beaucoup de personnages différents, d'univers différents, je m'étais dit, je ne peux pas vendre vraiment les personnages de mes BD parce que c'est trop compliqué, il y a trop de choses. Et je me suis dit, je vais me lâcher, je vais me faire plaisir et je vais faire des animaux. Et donc chaque année, en fait, je faisais des nouveaux originaux qui se sont vendus. Et là, Bien. ce sont les reproductions de mes originaux que je vends. Ah, mais en plus, c'est très 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 joli. Alors pour l'anecdote, ça c'est la chatte du voisin qui s'appelle Caline, ça c'est le hérisson qui est dans mon jardin, ça c'est un chien que j'ai d'un ami donc on a un comme ça. Le chat, je l'ai retrouvé ailleurs. Et puis là c'est un peu du vécu, mais sur un autre chat, parce que en fait j'ai transformé le chat, mais le coup de la tête du chat dans la bassine, ça c'est vrai. Ça m'étonne pas. Voilà. Et là, ça c'est le Jacques Russell de la Valérie, donc une copine de Saint-Malo, qui a un Jacques Russell. Et donc je l'ai fait à son attention. Voilà. Là c'est les chapardeurs. Et les chapardeurs, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors sinon, qu'est-ce qui t'a amené à la BD? Pour le poilu. Oui, alors le poilu, vas-y, parle-nous du poilu. Oui, alors j'ai rencontré donc dans les relations de Thierry Lemaire, qui était un ancien éditeur. De la Sœur BD? Voilà, de la Sœur BD. Un ami à lui qui faisait de la BD historique. Oui. Et donc il était en train de préparer un livre sur donc les poilus de 14-18 et il a demandé à Serge et à moi si on voulait lui faire une illustration pour le mettre dans son livre. Donc c'est une illustration que j'ai faite pour cette occasion-là. Voilà. D'accord. Donc tout à l'heure tu as parlé de tes débuts en tant que pour travailler dans la publicité, tu as fait du storyboard aussi? 20 ans. Alors, qu'est-ce qui t'a amené avant tout ça à dessiner? Comment ça a démarré? Comment est né Claire Bigard? Je viens de me parler de naissance parce que quand j'ai posé la question à ma maman, la première chose qu'elle m'a dit, toi quand t'es né, le plus dur à passer c'était le crayon. Bon, c'était une boutade, mais ça veut dire que dès que j'ai pu tenir un crayon dans les mains, en fait j'ai commencé à griffonner. D'accord, dès le début. Donc c'était... Très très bien, oui, parce que maman m'a donné des dessins, j'avais 2-3 ans, sur des dessins qui commençaient à représenter quelque chose. Elle ne m'a pas donné ceux d'avant parce que je pense que c'était lisible. Et effectivement, ça remonte très loin. Ah 2-3 ans, oui, c'est très jeune. D'accord. Et je suis autodidacte parce qu'en fait, j'ai dessiné toute seule dans mon coin jusqu'à l'adolescence. Jusqu'à l'adolescence, avant mon entrée à l'école SCL à Paris. Eh bien très bien, écoute, merci Claire. Merci pour ton interview. Et puis à très bientôt. Salut.